puisque les grandes fortunes grecques ne sont pas touchées, l'armée grecque continue à acheter des armes à la France et à l'Allemagne pour le grand bénéfice de nos marchands de canons sans qu'on y touche, et l'Église grecque, qui est l'un des plus grands propriétaires du pays, n'est pas non plus concernée. Donc c'est un programme qui fait payer essentiellement les classes moyennes et les plus pauvres dans des conditions effrayantes, hein. Leur niveau de vie a baissé de moitié, on va licencier 150 000 fonctionnaires, ce qui serait l'équivalent d'1 million de fonctionnaires à licencier en France si on appliquait ce programme. Enfin, c'est des conditions Position effrayantes. beaucoup trop amère à votre... Enfin, ça ne marchera pas. S'il n'y a que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça ne sera pas appliqué, ça ne marchera pas s'il n'y a pas un accélérateur en même temps qu'un frein. D'où le fait que pour moi, le programme de restructuration de la Grèce ne peut pas marcher si en même temps on ne met pas en place un programme de grands travaux, de relance, de grands investissements, comme on l'avait fait en France avec l'investissement d'avenir, à l'échelle de l'Europe, qui soit capable de compenser cet effet négatif par des grands investissements apportés par... Une sorte de plan Marshall pour la Grèce, c'était... Oui, enfin, le plan Marshall, c'est un mot, je dirais plutôt, une monnaie ne peut pas exister sans une harmonisation un peu plus grande, ou en tout cas des transferts. Personne n'a pensé que, par exemple, que la France était en danger par la différence de compétitivité entre la Lozère et la région parisienne. Personne n'a dit ça. C'est donc pas parce qu'il y a une différence de compétitivité entre la Grèce et l'Allemagne qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas d'État européen pour compenser. Alors qu'entre la Lozère et l'Île-de-France, ou entre la Lombardie et la Sicile, il y a un État qui a compensé par des différences. Il n'y a déjà manifestement pas d'État grec. Alors, il y a des difficultés à prélever l'impôt. Voilà, mais il n'y a pas de transfert européen. Et s'il n'y a pas de transfert européen, ça ne marchera pas. Donc concrètement, comment pourrait-on appliquer un plan de ce type qui pourrait justement booster l'investissement en Grèce? C'est beaucoup plus vaste que la Grèce. C'est qu'une monnaie unique, ça ne marche pas sans État fédéral. Donc il faut à la fois utiliser les ressources existantes, la BEI, les fonds structurels, mais aussi progressivement avancer vers, le plus vite possible, vers un fédéralisme européen, des mondes. Ça, c'est le travail qui reste à faire à l'Europe. Qui reste à faire, oui. Enfin, et le fait qu'elle n'ait pas encore fait est tragique. Avec ensuite le fait que ce qui s'est passé pour la Grèce va se passer. Les marchés vont s'intéresser à d'autres acteurs maintenant. Si le cas grec disparaît du champ des spéculateurs, ils vont se poser la question du Portugal, puis ensuite, au moment des présidentielles, ils vont se poser la question de la France. D'où c'est relié à la question que nous allons débattre tout à l'heure, c'est-à-dire la crédibilité des programmes des deux candidats, qui vont être en question sous le phare de l'observation de ceux à qui nous avons emprunté de l'argent. Ils ne sont pas des spéculateurs méchants par nature, ce sont des gens à qui on a emprunté de l'argent et qui naturellement veulent savoir si on va les rembourser. Parce que, évidemment, dans le cas grec, on ne rembourse pas les prêteurs. Et ce sont les États qui se substituent aux prêteurs. Donc la France pourrait être attaquée comme la Grèce, c'est ce que vous dites? Ah oui, sans aucun doute. La France sera attaquée comme la Grèce, soit avant les présidentielles, soit pendant les présidentielles. Et à ce moment-là, l'attaque serait très influente sur les élections, soit après les présidentielles. Mais évidemment, dans l'état d'incurie des finances publiques françaises, qui depuis 10 ans ont laissé dériver les dépenses en baissant les impôts, il est évident qu'on est arrivé à cette catastrophe. Comme les tendances actuelles ne sont pas crédibles, à la fois parce qu'on annonce encore un déficit de l'ordre de 5% pour 2012, alors que les Allemands annoncent un quasi-équilibre et qu'ils ont la même dette que nous, mais qui s'y en occupent vraiment, dès que les marchés vont tourner la tête hors de la Grèce, ils vont voir que la France n'est absolument pas crédible. Il y a tout de même l'Espagne, le Portugal, l'Italie, il y a d'autres pays avant le nôtre. L'Italie fait énormément de choses, extrêmement crédibles. Si nous avions un gouvernement aussi sérieux que celui de Mario Monti, je ne serais pas inquiet pour la France. Alors justement, vous n'êtes pas inquiet pour la France. Vous venez d'écrire d'ailleurs sur votre blog. Je ne serais pas inquiet pour la France. Vous ne seriez pas inquiet sur la... Alors le Mario Monti... est-ce que ça pourrait être François Hollande? Vous le soutenez dans votre blog, vous critiquez le bilan de Nicolas Sarkozy, mais pensez-vous que le programme de François Hollande, qui vise à ramener l'équilibre budgétaire donc en 2017, contre celui de Nicolas Sarkozy qui vise à le ramener en 2016, soit plus performant justement sur cette question des finances publiques? Pas l'intention de faire campagne. J'ai dit simplement, et je le redirai le moins souvent possible, après l'avoir dit, que dans l'état actuel des choses, l'urgence, ça va être de mettre de l'ordre dans les finances publiques et de recréer un espoir européen. Je pense que celui qui veut remettre de l'ordre dans les finances publiques en le faisant de façon fiscalement juste a plus de chances de réussir que quelqu'un qui, n'a pas réduit les déficits, au contraire les a aggravés,
comme tous les autres pays européens, mais tous ceux qui l'ont fait en Europe ont perdu les élections, hein, les Anglais, les Allemands, pas les Allemands pour l'instant, mais les Espagnols, les Italiens, tous ceux qui ont aggravé les déficits ont perdu les élections. Et je ne vois pas comment quelqu'un qui a aggravé les déficits, alors que s'il avait agi il y a 2 ans, au moment où ça crevait les yeux, où le rapport de la commission que j'avais présidé montrait qu'il fallait d'urgence réduire les déficits, disait comment il fallait le faire par des mesures courageuses, acceptées à l'unanimité par une commission composée de gens de gauche et de droite, le fait de ne pas l'avoir fait est vraiment laissé un héritage catastrophique. Donc je ne peux pas avoir confiance pour le faire à quelqu'un qui aurait pu le faire et qui ne l'a pas fait. Même si finalement la Cour des comptes est assez critique à la fois de l'un et de l'autre, en disant que je ne serai pas, ne baisse pas suffisamment les dépenses. Absolument. Je suis encore insatisfait du programme de la gauche. Je pense qu'il est mieux que celui de Nicolas Sarkozy, qui par son bilan et par ce qu'il propose n'est pas crédible pour la réduction de la dette publique. Mais pour ce qui est de la gauche, je dis la gauche parce que François Hollande, président de la République, ne veut pas augmenter les impôts, c'est le Parlement qui le fera. Il faut encore qu'il y ait une majorité parlementaire de gauche. Donc la gauche, dans son programme, je vois très bien comment ils vont augmenter les impôts. Et ça me paraît tout à fait juste et très bien. Augmenter la dernière tranche, voilà, enfin, je vois assez bien. Impôt sur les sociétés, plus important. C'est assez nécessaire, une émission de niche fiscale, etc. Par contre, je ne vois pas encore quelles économies ils vont faire. Et je comprends qu'au moment des élections, ce soit très très difficile de dire qu'on va réduire des investissements publics ou réduire des prestations sociales et rationaliser des dépenses qui sont superfétatoires. Mais à mon avis, il faudra le faire et il faut simplement avoir le courage de dire qu'on va le faire. Alors, que pensez-vous de la proposition de Nicolas Sarkozy, puisqu'on parle de justice, d'interdire les retraites chapeaux et les parachutes dorés? Est-ce que c'est une proposition de gauche finalement? D'abord, c'est comme toujours, quand il y a un président sortant, on se demande pourquoi il n'a pas fait ce qu'il dit maintenant qu'il va faire, quoi. Pourquoi l'a-t-il pas fait? Deuxièmement, c'est pas une mesure tout à fait convaincante quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, parce que pour que ça soit vraiment interdit, plus exactement, il propose de faire en sorte que ça soit voté par dans le conseil d'administration par un comité des rémunérations dans lequel il y aurait un représentant des salariés. On constate que ça ne fonctionne pas et que les résolutions à l'Assemblée générale portant sur les salaires ou sur les retraites chapeaux sont toujours votées. Donc ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut, c'est avoir véritablement une vraie transparence, un vote en conseil d'administration sur ces retraites chapeaux et ces salaires exceptionnels, et qu'on exige un vote positif des représentants du personnel sur ces questions. Autre proposition, alors remplacer la prime pour l'emploi par une baisse des charges des salariés qui gagnent entre 1 200 et 1 450 euros net par mois. Donc cette mesure serait financée par la suppression de la prime pour l'emploi. Qu'en pensez-vous? Les calculs qui ont été faits montrent que la prime pour l'emploi supprimée, ça fait gagner 5 euros par mois. Oui, ce que dit François Hollande, 3 euros. Alors. Oui, moi j'ai regardé, ça fait 5 euros pour un couple de smicards, donc vraiment, faut mieux parler d'autre chose, quoi. Donc là, d'accord. Et dernière chose, les titulaires du RSA sans aucune activité qui seraient tenus là, de consacrer 7 heures par semaine au travail d'intérêt général, qu'en pensez-vous? Moi je pense que la bonne mesure, c'est celle que j'avais proposée dans notre commission, c'est de faire en sorte que tout chômeur se voit proposer une formation. Et qu'en échange de cette formation, il ait une rémunération, qui ne soit pas une allocation chômage, mais une vraie rémunération, ce qu'on a besoin d'appeler le contrat d'évolution, une généralisation du contrat de transition professionnelle. Ça, c'est une vraie mesure, en particulier pour les chômeurs loin de l'emploi. Parce que si vous forcez les gens à travailler, si vous leur donnez aucune perspective réelle, vous les stigmatisez encore plus dans leur situation. Il faut au contraire les former pour leur permettre de revenir à l'emploi. Tous les pays qui l'ont fait, en particulier les Pays-Bas ou le Danemark, sont les pays où le chômage est le plus bas. Il faut pas croire. La formation est la clé. Merci beaucoup Jacques Azali, merci à vous d'avoir suivi l'invité d'économie. Restez avec nous sur France 24.